Donc, bienvenue à cette autre séance de BD4. Donc, on va regarder aujourd'hui le principe d'info nuagique, le portail d'Azure, puis les différentes technologies qui nous permettent de travailler avec l'info nuagique et la gestion de données. OK. Donc, si je lance la question at large, si je vous dis de l'info nuagique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de se lancer sur une définition de qu'est-ce qui est l'info nuagique? Ah, c'est difficile hein, de le cerner. Mettons qu'on y va plus général. Admettons que je vous demande est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot info nuagique? T'sais, vous pouvez juste faire des réactions. Hein? Des thumbs up. Hein? Évidemment! Hein? Il n'y a pas une assez grosse réaction pour dire à quel point ça fait partie du monde des technologies courantes. Puis pourtant, vous n'êtes pas capable de le décrire. Fait que on. Ah ouais, hein, c'est ça. Mm-hmm. Exact. Donc ici, un des piliers de l'info nuagique, hein, c'est le mot-clé ici d'infrastructure. Hein, donc, une des plus grandes, en fait, le début de l'info nuagique, c'était pour remplacer de l'infrastructure. Donc, quand on parle d'infrastructure, là, on parle un peu plus de technologie de l'information, là, mais on parle des serveurs qui sont dans des entreprises. On parle des différents ordinateurs que le monde utilise. On parle des gros, ultra, méga computers que les entreprises utilisaient pour faire les calculs. Ben, l'info nuagique, qu'est-ce que ça vient nous apporter comme avantage? C'est en fait que tu vas utiliser l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Okay? Fait que l'info nuagique, à son fondement le plus simple, c'est d'être capable d'utiliser l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Puis, ce que tu fais, c'est que tu vas payer pour l'utilisation. Donc, ce que ça permet de faire, ça, c'est que ça te permet de travailler seulement avec les ressources auxquelles tu as besoin. Hein? Donc, si tu es dans une compagnie qui fait de la gestion de données, mais ça arrive juste une fois par semaine, une fois par mois, hein, qu'il faut faire les calculs de whatever, ben le principe, c'est qu'avant, il fallait que tu achètes un gros serveur qui était en attente pendant 100 heures semaine. Puis après ça, à chaque 3 semaines, ben, il y avait un 4-5 heures où c'est que là, c'était important que ça l'arrive puis qu'il était utilisé, mais tu avais payé des centaines de milliers de dollars pour 4-5 heures d'utilisation. Ben, le principe de l'info nuagique, ça va être d'être capable d'utiliser de l'infrastructure sur demande. Hein? Puis d'avoir quelqu'un que tu payes pour gérer cette infrastructure-là. Il y a un deuxième pilier fondamental de l'info nuagique moderne. Donc, l'info nuagique, ça fait peut-être 5, presque 10 ans que ça existe maintenant. Le principe, c'est qu'il y a un deuxième pilier qui est l'automatisation. Donc, le principe, c'est qu'initialement, l'info nuagique, ça te donnait de l'infrastructure. Tu pouvais louer un serveur, puis l'utiliser comme tu voulais, et ainsi de suite. Là, après ça, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que la majorité du temps, le monde voulait tout le temps faire la même chose avec leur serveur. Hein, ils voulaient toujours créer un site web. Ils voulaient toujours créer une base de données. Ils voulaient toujours avoir une gestion d'un cluster de Hadoop. Fait que le principe, hein, après avoir offert l'infrastructure, c'est qu'on t'offre des applications où on va t'offrir des services directement sur demande. Donc, vous avez travaillé avec une distribution de Hadoop qu'il a fallu comme monter par vous-même sur votre ordinateur, puis ben c'était
un facsimile hein, qui était capable d'avoir, oui, des agents, mais ça roulait tout sur ton ordinateur. Tu ne pouvais pas vraiment traiter des vrais problèmes de mégadonnées avec ça. Ben, pour être capable de créer des distributions comme ça, des gestions de clusters de manière facile et conviviale, où tu n'as plus besoin d'avoir une équipe complète okay, de technologie de l'information. Tu as quand même besoin de monde qui connaissent comment ça marche, là, mais tu as moins besoin de gestion journalière des différents éléments. C'est ça que l'info nuagique va nous fournir. Dans le monde de l'info nuagique, il y a en ce moment 3 méga joueurs, puis il y a une dizaine d'autres joueurs normaux. Okay? Fait qu'aujourd'hui, on va juste parler des méga joueurs, puis enfin, on va focuser sur un parce que c'est lui avec lequel on va avoir le plus de facilité à aller interagir avec ses services. Donc, il y a 3 méga corporations qui sont sur l'avant de plateforme info nuagique. Donc, on a Microsoft avec sa plateforme d'Azure. Donc, le principe ici, c'est que à l'intérieur de Microsoft Azure, on a une panoplie de différents services. OK? Donc, je veux avoir des machines virtuelles. Je veux monter un ordinateur puis faire ce que je veux avec. Je veux une base de données. Je veux un cluster de Kubernetes. Je veux être capable d'avoir un ordinateur Windows virtuel. Je veux avoir une application web. Admettons, je veux faire un blog ou je veux faire une page web où c'est que je vais vendre du stock. Donc, tous ces éléments-là sont disponibles. Puis on peut voir qu'il y en a un paquet. OK? Puis ça touche tous les domaines de l'informatique. OK? Fait qu'on peut voir ici, il y a du web, il y a de la réseautique, il y a du mobile, il y a des médias, il y a de l'Internet des objets. Puis, nous, ben, on va aller travailler dans la partie d'analyse puis de base de données. Hein? Donc, nous autres, on va avoir des services spécifiques qui vont nous offrir des fonctionnalités qui viennent nous aider dans les tâches qu'on va faire dans nos emplois. Donc, on a Azure qui est fourni, qui est géré par Microsoft. Le principe, c'est que la majorité des autres services vont avoir des services similaires qui vont faire le même genre de choses, mais qui changent toujours un petit peu sur la manière de faire, un petit peu sur la minutie, puis qui va toujours avoir des noms différents. OK? Fait que le principe, c'est que la deuxième méga corporation qui travaille puis qui est de l'avant dans l'info nuagique, c'est Amazon, avec sa plateforme AWS pour Amazon Web Services. Donc, même principe, c'est une plateforme d'info nuagique, donc il y a un paquet de différents services. Donc, on peut aller, nous autres, use case, je veux aller dans, oups, je vais cliquer sur le bon. Les Data Lakes and Analytics. OK? Fait que on peut voir ici, ça parle de lac de données. OK? Il y a un paquet de services qui viennent travailler avec ça. Fait que on a. Puis ils ont tous leurs propres petits noms là. Fait que tu sais, du côté de ici, si on s'en va dans les Analytics, OK, on a Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, HD Insights, Azure Data Factory, Azure Stream Analytics, Data Lake Analytics, Event Hubs, Azure Data Explorer. Puis de ce côté-là, il y a Amazon Athena, Amazon EMR, Amazon Redshift, Amazon Kinesis, Amazon Elasticsearch Service. Donc, c'est tous des noms fancy, là. Mais quelque part, il y a tout un lien, OK? Je n'irai pas faire le tableau directement de c'est quoi l'équivalent de chacun, là. Mais en gros, pour chaque problème, la majorité des des Big Three qu'on appelle, là, vont avoir des services similaires. Donc, on a Azure avec Microsoft, AWS avec Amazon, et finalement, on a le GCP pour Google Cloud. Donc, même principe, si on s'en va voir dans les
solutions, on peut aller voir ici, Smart Analytics. Lui va avoir le même principe où il va avoir d'autres noms de services. Puis encore une fois, le principe, c'est que les services derrière sont toujours les mêmes, mais le marketing de la chose change. Fait que celui-là, il s'appelle BigQuery, puis DataProc, puis Dataflow, puis DataPrep, puis Dataplex, puis Analytics Hub, puis le Google Data Studio. Donc, ils ont tous des noms fancy, mais que ultimement, ils nous offrent tous les mêmes genres de services pour être capable de faire de la gestion de données à très, très grande échelle. OK? Donc, à une échelle qui est quasi infinie, en fait. Évidemment, le principe derrière ces services-là, c'est que tu vas payer pour l'utilisation que tu fais. Fait que si tu as un set de données qui est de 50 terabytes, ben de garder ça quelque part dans un ordinateur d'un de ces centres de données-là fait en sorte que il faut que tu payes en conséquence de manière mensuelle. Fait que nous, on va aller regarder les technologies d'Azure, puis on va aller voir comment est-ce que nous, on peut travailler avec ça, avec la gestion de données. On va voir c'est quoi les services spécifiques qui pourraient nous être utiles. Puis après ça, dans la deuxième partie du cours, il va y avoir des laboratoires hands-on qui vont nous permettre de tester tout ça. Fait que est-ce qu'on a des questions, interrogations par rapport à ça pour l'instant ou ça va bien? On a trop peur? OK. Fait que la première chose qu'on va regarder, donc encore une fois, le principe ici, c'est des diapos là, que j'ai, que je vais vous envoyer par Mio, parce que j'ai pas le droit de les mettre sur un dépôt public. Là, c'est des ententes que j'ai signées pour avoir ces diapositives-là en tant qu'instructeur des services d'Azure, et ainsi de suite. Donc, sur quoi on est en train de travailler ces temps-ci, c'est le principe de gestion de données. Ici, il y a une bonne question. On demande c'est quoi l'avantage d'utiliser un des trois? Est-ce qu'il y a un avantage ou un désavantage à l'un ou à l'autre? Donc, ils ont tous des services qui sont très communs, hein? Mais parfois, il y en a un dans un use case spécifique. Okay, donc, dans moi, je veux utiliser tel sous-type de problème qui va être meilleur. Il va aussi avoir un principe de, habituellement, si tu t'en vas dans une compagnie quelconque, la compagnie va déjà avoir pris la décision pour toi. Okay, donc, tu vas arriver et ils vont dire, ben, nous autres, on utilise AWS ou nous autres, on utilise Google Cloud Platform ou nous autres, on utilise Azure. Le principe, ultimement, c'est que s'il n'y a pas de raison d'utiliser l'un ou l'autre. Là, aujourd'hui, on regarde Azure parce que c'est le plus facile pour nous, en tant qu'étudiants au Collège de Bois-de-Boulogne, de se créer un compte éducationnel qui va nous permettre de tester les différentes fonctionnalités. Mais si vous voulez, vous allez pouvoir créer des comptes aussi sur les autres plateformes. Puis moi, mardi, je vais aussi faire des tutoriels des autres plateformes pour vous montrer que, ultimement, tout se ressemble, ok? L'interface change un peu, les menus sont pas à la même place, les dialogues sont pas exactement les mêmes, mais la fonctionnalité derrière est extrêmement semblable. Fait que, on parle d'ingestion de données. Nous autres, on est en train de travailler sur cette partie-là dans le cours. Je veux un petit crayon. Donc, nous, vraiment, c'est cette partie-là qui nous intéresse en ce moment. Donc, le principe, en fait, c'est ces deux parties-là. Là. Okay? Donc, la visualisation, c'est quelque chose qui est aussi disponible. Hein? Donc, vous avez parlé, j'avais entendu parler de Power BI et ainsi de suite. Hein? C'est d'autres services qui sont disponibles avec Azure. Puis, ben, nous, on va focuser vraiment sur comment ingérer les données,
pour les mettre sur le cloud et comment être capable d'avoir des versions plus clean où c'est qu'on va avoir travaillé avec les différentes données. Hein? Fait que nous, le principe, c'est vraiment, on va être capable d'avoir les données pures. On va avoir une panoplie de services qui va nous permettre de travailler avec ces données-là. Puis après ça, on va avoir des données transformées et clean qui ne seront pas nécessairement structurées. Hein? Fait que ça se peut que ça soit du SQL, ça se peut que ça soit du JSON, ça se peut que ça soit un autre type de base de données. Ça ne change rien à ce qu'on va vouloir faire après avec nos autres éléments. On a une autre chose qui est en pleine évolution. Donc, depuis le début du cours, on vous parle des fonctionnalités ETL. Hein? Donc, on vous parle, j'ai la possibilité de faire du extract, transform, load. Donc, le principe, c'est qu'on est capable d'aller extraire les données de quelque part. On est capable de faire un premier filtrage, puis une première comme un clean-up. Puis une fois qu'on a ce clean-up-là de fait, on peut faire les transformations, puis on peut après ça avoir des données qui sont cleanées comme on a besoin. Ce principe-là marchait très bien quand on avait des infrastructures qui étaient locales, okay, qui étaient quand même limitées en capacité de calcul, qui étaient quand même limitées en capacité de storage. Storage, c'est en anglais. Mais avec l'info nuagique, le principe, c'est que c'est évolutif, c'est scalable à l'infinité. Fait que ce soit un fichier de 10 lignes ou que ce soit un fichier de 10 billions de lignes, ça va être la même interface que tu vas utiliser, puis tout va être géré de manière automatique. Fait qu'il y a eu une espèce de transformation avec comment est-ce qu'on travaille avec les différentes données quand on a de l'info nuagique. Donc, on a la possibilité d'avoir le ELT à la place du ETL. Fait que le principe, c'est qu'on a nos données pures, hein, donc des fichiers CSV, des fichiers Excel, des sites web qui nous envoient de l'information. Puis, on va être capable d'avoir directement des transpositions dans notre stockage de notre système d'info nuagique. Fait que ça va nous permettre d'avoir les versions raw, hein, des versions brutes de nos données, mais qui vont être dans des données structurées dans notre programme. Pardon. Donc, on a le principe de LT qui va me permettre de dire je suis capable de sortir de mes fichiers, domper ça dans mon info nuagique, puis à partir de là, je vais pouvoir faire des transformations qui vont soit créer des nouvelles informations ou qui vont directement transformer mes informations pour être capable d'avoir une version finale qui est propre, qui est clean, puis qui a juste les informations que je veux avoir à l'intérieur. Donc, vous allez voir que le processus ETL habituel est un peu transformé dans l'info nuagique où on va charger puis directement avoir une version structurée ou une version stockée de manière très précise. Puis c'est cette version stockée-là qui va être travaillée, qui va être transformée dans nos différents projets. OK? Fait que nous, ce qu'on veut aller voir avec ça, ça va être les différents services, les différentes fonctionnalités qui sont disponibles avec notre ami Azure. Fait que ce qu'on va faire aujourd'hui, okay, nous autres, on va regarder les 3 premiers de cette série-là. Donc, on va regarder comment est-ce que ça fonctionne, la gestion puis l'ingestion de données, okay, dans un data warehouse, dans un entrepôt de données.
Donc, le principe d'entrepôt de données, c'est qu'on est capable de gérer différents types d'informations, que ça ne dérange pas de la taille, puis qu'on est juste capable de juste mettre ça dans l'info nuagique, puis de ne pas trop se poser de questions. On va aller regarder comment est-ce qu'on va faire l'ingestion de ces données brutes-là dans nos différentes structures, okay? Que ce soit des bases de données SQL, que ce soit des fichiers JSON, que ce soit d'autres types de structures de données. Puis après ça, on va aller regarder comment est-ce que je peux travailler avec la gestion de données. Donc, comment je fais pour passer à travers des transformations avec tout ça. Fait qu'on commence, puis on va établir une panoplie de mots-clés. Fait que la première chose qu'on va vouloir établir, c'est comment est-ce que ça va fonctionner le pipeline, hein? Comment va fonctionner notre flow de travail quand on veut travailler avec nos services d'info nuagique. Donc, on va être capable de travailler avec ce qu'on appelle, on a différents services là, qui vont faire différentes choses. Fait qu'on va aller les voir tout en temps et lieu, là. Fait que faites-vous-en pas. Mais le principe, c'est qu'on a le Data Factory, qui est un premier service qui va me permettre d'ingérer des données de tout type. Donc, ici, on dit qu'il y a différents types d'intégration possibles, que ce soit directement des fichiers locaux, que ce soit des fichiers d'une base de données, que ce soit des fichiers d'un Hadoop File System, que ce soit des informations de SSIS, tout est disponible. On va avoir une distribution de Spark qui me permet de faire de la gestion en mémoire qui s'appelle Azure Databricks. Donc, c'est un peu une version évoluée de qu'est-ce qu'on fait avec Hadoop. À la place d'être sur des fichiers, c'est plus en mémoire. À partir de là, ça va nous permettre de travailler avec le Azure Data Lake Storage qui va me permettre de sauvegarder ces fichiers-là puis de les présenter à différents moments. Donc, on va pouvoir directement déposer toutes les informations qu'on a besoin dans ce service-là. Puis, à partir de là, on va pouvoir l'envoyer à d'autres sous-services ou d'autres services principaux qui vont nous permettre de faire la continuation de notre travail. Donc, ici, on a le Azure Synapse Analytics qui va nous permettre de transformer les données, qui va nous permettre d'extraire les informations qu'on aurait besoin. Puis après ça, on aurait une partie de visualisation avec des choses comme Power BI que nous, on ne verra pas dans ce cours-ci. Fait qu'on a toutes ces possibilités-là derrière. On a ensuite, ici, un peu de description de qu'est-ce que c'est chacun des éléments. Oui. Mm-hmm. À propos de? Oui. Le principe... Vas-y. Oui. Le principe ici, c'est que l'ingestion puis la préparation, ça me permet de prendre des données qui ne sont pas structurées ou même des données qui ne sont pas des logs, puis qui vont être capables de Azure Data Factory puis Azure Databricks vont être capables de shuffler ces informations-là pour que ça devienne une information qui est plus structurée, qui va être plus facilement accessible pour de la modélisation, pour de la transformation. C'est ça. Fait que là, une fois qu'on a fini de travailler avec ces données initiales-là qui sont un peu pêle-mêle, on a deux choix. OK? Soit qu'on va pouvoir directement les lier avec Synapse Analytics, ou sinon, on va pouvoir les mettre de manière plus statique sur un gestionnaire de données.
OK? Donc, c'est est-ce que tu envoies directement l'information à ton analyseur ou est-ce que tu as une étape intermédiaire aussi que tu as des versions statiques de tes fichiers qui sont pré-traités? Puis une fois que tu as ces versions pré-traitées-là, ben, eux autres vont pouvoir être envoyés quand tu es prête à ton analyseur. Excellent. Fait que, premièrement, qu'est-ce que c'est Azure Data Lake Storage? Donc, Azure Data Lake Storage, on peut y faire... on peut penser que ça sert à la même chose que le Hadoop File System, le HDFS. Donc, le principe, c'est que c'est un dépôt, OK, dans lequel tu vas pouvoir déposer des données qui vont être structurées avec des dossiers. Donc, ça ressemble à un système de fichiers, là, comme on sait, C2./ avec des dossiers et des fichiers à l'intérieur. Le principe, c'est que il n'y a pas, par exemple, de gestion d'espace maximum quand tu travailles avec le Azure Data Lake Storage. Le principe, c'est que tu peux déposer le nombre de fichiers que tu veux à l'intérieur, puis derrière, c'est l'info nuagique, c'est les serveurs de Microsoft, les serveurs d'Azure, qui s'assurent de propager ça sur un millier de data centers, puis de faire de la redondance, puis que les fichiers, tu peux pas les perdre, et ainsi de suite. Puis, tu peux voir ici que c'est disponible dans ce qu'ils appellent toutes les régions, là, parce que tu peux sélectionner quel centre de données, quel data center tu peux utiliser. Donc, le principe ici, c'est que ça te donne une espèce de dossier dans lequel tu peux insérer une infinité de données. Fait que ça travaille en tant que répertoire. Okay? Ça supporte ce qu'on appelle le POSIX, là, ce qui est en gros notre compréhension des dossiers avec des droits d'accès, les Role-Based Access Control. Là. Donc, tu as le droit d'avoir des utilisateurs qui ont juste le droit d'avoir accès à tel dossier, tu as un administrateur qui a le droit d'avoir accès à tout, et ainsi de suite. Donc, c'est compatible, tu peux gérer tout ça. Puis, c'est compatible avec HDFS directement. Fait que ça veut dire que tu peux avoir quelque chose qui est sur HDFS, puis directement l'envoyer sur le Azure Data Lake Storage, ou sinon, si tu as des applications qui s'attendent à ce que ça soit HDFS derrière, Azure Data Lake Storage est capable de faire assemblant que c'est un dossier de HDFS. Donc, notre première étape, c'est d'être capable de dire on va être capable de gérer des fichiers, puis d'être capable de travailler avec de la manière qu'on veut derrière. Ensuite, on a le deuxième élément qui était à l'intérieur. Hein? Donc, si on revient ici, là. Donc, Azure Data Factory, on va en reparler un petit peu plus tard. Là on regarde Azure Databricks pour faire la préparation de données. Donc, le principe de Azure Databricks, c'est une distribution de Apache Spark, donc qui est encore une fois une alternative de gestion en mémoire de données, puis de qu'est-ce qu'on faisait avec Hadoop, puis tous nos Yarn et MapReduce et ainsi de suite. Donc, ça me permet de travailler avec les différentes données que j'ai sur mon, soit directement de fichiers, soit de mon Azure Data Lake Storage, puis d'être capable de transformer ces données-là pour traiter, mettons, puis enlever l'information que j'ai pas besoin, traiter le principe de j'ai besoin d'avoir des transformations un petit peu à l'intérieur, j'ai besoin d'avoir juste telle colonne à l'intérieur de mes éléments, donc c'est capable de faire tout ce que Spark est capable de faire. Eux autres, ils l'ont appelé Azure Databricks. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça va pouvoir être facilement connecté à travers tous les différents autres services. Donc, on va voir l'utilisation de... les noms à chaque fois.
c'est le Data Factory. Donc, le principe du Data Factory, là, OK, ça va vraiment que ça va pouvoir gérer toute un peu la séquence complète. Là. Fait que le principe de Azure Databricks, pourquoi c'est pas juste Apache Spark directement, une distribution de Spark, c'est que ça va être connecté par la suite aux autres systèmes. Donc, de passer l'information d'une étape à l'autre va être facilité avec Azure Databricks. Ensuite, on a Azure Synapse Analytics, qui est une agglomération de services. OK? Donc, on peut voir qu'à l'intérieur, on a une autre version de Spark qui est disponible. J'ai cliqué à la place de juste avoir la flèche. J'ai une version de base de données SQL que je peux utiliser. On va voir le principe de pipeline. Donc, le principe de pipeline, ça va être une série d'actions que je peux exécuter, soit sur un déclenchement manuel, soit sur un déclenchement temporel. Donc, je vais le faire, mettons, à chaque jour, je vais le faire chaque mois, je vais le faire chaque semaine. Ou sinon, sur un déclenchement d'ingestion. Donc, je reçois un nouveau flux d'informations. Fait que ça fait en sorte qu'il faut que je le rajoute dans mes données, que je commence à retraiter toutes ces données-là, que je recalcule mes choses, et ainsi de suite. On va avoir dans le milieu Synapse Analytics, qui va me permettre de faire de l'analyse de données. Puis on va avoir Synapse Studio, c'est une nouvelle version qui permet de configurer ces éléments-là avec une belle interface. Avec des boutons, tu peux cliquer et draguer les différents éléments. Puis on va avoir finalement le Synapse Link qui permet c'est la technologie qui permet de relier tous ces éléments-là ensemble pour qu'ils puissent communiquer de manière facile et conviviale. Fait que on va aller plus en détail dans chacun de ces éléments-là. On va regarder un peu dans le milieu, c'est quoi le Azure Synapse Analytics. Fait que le principe de Azure Synapse Analytics, c'est d'être capable d'avoir à plus petite échelle. Parce que des fois, d'aller travailler avec un paquet d'éléments, okay, de Data Factory, puis Azure Databricks, puis que ça aille partout, ça peut être long et fastidieux. Donc, tu sais, ici, on avait le Azure Synapse Analytics. Bon, ben, il y a le Azure Analysis Service, qui est comme une version downgradée de ça. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir juste une ligne de données possible où j'ai mes sources de données, mettons mes fichiers de log, mes différentes bases de données qui sont sur mon réseau interne. Je vais être capable de transférer ces informations-là dans le cloud. OK? Donc, sur un storage, pas nécessairement ici le Azure Data Lake, juste ce qu'il appelle un storage blob, qui est comme une version de base de Azure Data Lake. Puis après ça, on va juste avoir Azure Synapse qui va être capable de stocker l'information d'une manière plus structurée pour être capable de faire de l'analyse puis de la visualisation. Donc, une version petite, c'est le Azure Analysis Service. Dans les différentes autres fonctionnalités, là, okay, donc, on a aussi la possibilité d'utiliser un système qui est basé sur Hadoop et Spark. Donc, on a le Azure HD Insight, qui est en fait leur version de leur distribution de Hadoop avec Spark, puis avec Q, puis avec Pig et Hive et tous les autres différents services de Hadoop. Donc, HD Insight nous permet d'avoir un cluster de Hadoop qui est complètement dans l'info nuagique. Donc, ça me permet de créer un cluster en cliquant sur un bouton, puis d'être capable d'y envoyer différents jobs pour être capable de travailler avec. On va voir aussi un élément intéressant quand on travaille avec celui-là. Donc, on voit qu'on a la possibilité de différentes données.
qui vont être ingérés dans ce qu'on appelle un Databricks Notebook. Donc, le principe qu'on avait vu précédemment avec Databricks. Si on regarde un petit peu en arrière, Databricks, c'est quoi? C'est une plateforme de Spark qui me permet de faire de la gestion de requêtes de manière distribuée. Donc, HD Insight va être capable d'avoir une série de données qui viennent de quelque part, puis il va être capable de le mettre dans des notebooks. Les notebooks, ça nous dit-tu quelque chose, ça? Ben oui! Donc, Databricks, les notebooks, c'est exactement ce qu'on utilise depuis les dernières semaines. Puis les notebooks qui sont disponibles, ça va être soit en R, soit en Scala, soit en Python. Donc, on va être capable d'aller interfacer avec nos différentes sources de données, d'être capable de faire des notebooks qui vont faire la gestion, les transformations que j'ai besoin. Puis quand je vais vouloir faire ces transformations-là vont être envoyées sur un cluster distribué qui va être capable de faire toutes les actions que j'ai besoin dans un temps record. Puis une fois que ces informations-là sont revenues, ben là, on peut l'envoyer pour de l'analyse, pour de l'intelligence d'affaires, du business intelligence au besoin. Fait que HD Insight, très puissant par rapport à ce qu'on connaît. On a aussi différentes technologies qui vont me permettre de travailler sur l'ingestion de données. Okay? Parce que là, en ce moment, si on regarde qu'est-ce qu'on a dans HD Insight, là, c'est un peu disparate comme différents services. Si je commence avec du Hadoop Storage, ben, il faut que j'aille mon Hadoop Storage qui est déjà préfait. Si j'ai mon Azure Data Lake, il faut qu'il soit déjà préfait. Si je veux créer un Databricks Notebook, il va falloir que j'en crée un. Il va falloir que je crée le cluster qui vient avec. Donc, c'est plein de services qui sont faits pour travailler ensemble, mais qui ne sont pas automatiquement connectés. Fait que Azure a travaillé beaucoup là-dessus pour être capable de faire ce qu'on appelle un pipeline optimisé de gestion de données. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, l'ingestion de données dans Azure? Ben, l'ingestion de données dans Azure peut passer par différentes méthodes. On a la possibilité d'avoir le Azure Data Factory qui va me permettre de travailler avec n'importe quel type de données, d'être capable de faire des modifications, puis d'avoir un élément travaillable final. On a aussi une autre technologie qui s'appelle Polybase, qui va être capable de lire différents fichiers, qui va être capable de lire différentes bases de données, puis d'être capable encore d'avoir des unités de travail. Là. Okay? Donc ici, on parle d'unités de travail qu'on peut aller envoyer pour notre analyse, pour nos transformations. Et finalement, on peut aussi se connecter à SSIS pour être capable d'aller, à partir de nos données de SSIS, aller chercher une partie qu'on veut travailler avec, puis être capable de l'ingérer comme étant une unité de travail. Nous, particulièrement, on va regarder le Azure Data Factory. Parce que le Azure Data Factory, c'est vraiment la fonctionnalité qui est capable de faire le travail de A à Z. Fait que, ici, on va avoir premièrement différentes sources de données initiales, que ce soit directement les fichiers notre Data Lake Store, que ce soit notre information préparée de Databricks. Puis, ce que nous, on veut avoir à partir de ce premier niveau d'ingestion-là, c'est d'avoir un dataset final. Fait que, on a différentes données de différents services
hein, qui va avoir plein d'informations. Puis, ce que le Data Factory va nous permettre de faire, c'est de gérer des activités à l'intérieur. Donc, des activités qui vont mener à notre dataset. Fait que on est capable de prendre la série d'informations de nos services, de créer des tâches de travail, puis d'être capable de passer ça dans ce qu'on appelle un pipeline, qui va nous fournir le dataset final. Donc, on va être capable de lier plusieurs services, de sortir juste l'information que j'ai besoin de ces différents services-là initiales de données, d'être capable d'avoir des unités de travail qui vont pouvoir nous donner un set de données qu'on va pouvoir analyser, qu'on va pouvoir visualiser par la suite. Puis finalement, le dernier point important de Azure Data Factory, c'est le principe que c'est déclenché à des moments opportuns. Donc, on n'est pas obligé de seulement faire des jobs manuels quand ça me tente. On va être capable de dire « Fais cet événement-là pour me créer un nouveau dataset à chaque unité temporelle ou à chaque réception d'informations. » Donc, il est capable d'aller voir dans les link service quand ton Data Lake Store il reçoit un nouveau fichier, quand ce fichier-là est de telle taille et qu'il faut comme traiter les logs ou quoi que ce soit. On est capable de travailler à l'intérieur puis d'aller chercher les informations. Fait que, une fois que on a ces différents éléments-là de fait, donc on a réussi à ingérer les données, on les a préparés, on a des datasets intéressants. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour analyser les données? Donc, il y a, encore une fois, différentes options pour analyser les données. Puis là, on va voir qu'il y a des éléments qui reviennent, hein, parce qu'il y a des éléments qui vont être possiblement utilisés pour plusieurs étapes. Là. Hein, donc, on a le Azure Databricks puis HD Insight qui sont disponibles pour être capable de faire l'analyse des données qui ont été processées. On a le Data Factory puis le Data Lake Store qui, bon, Data Factory, ça me permet de suivre chacune des étapes dans un pipeline pour être capable de bien gérer mes données. Le Data Lake Store va être capable d'être un emplacement statique dans lequel je vais pouvoir déposer mes données quand ils vont être finis de processer, quand ils vont être finis d'être analysés. Puis, on va avoir finalement le Azure Synapse Analytics qui va me permettre de travailler avec ces différents éléments-là dans une espèce d'environnement drag and drop qui va me faciliter la vie grandement. Parfait. Ici, il y a une couple d'autres éléments que je voulais regarder avec vous par rapport à ce que nous, on avait vu précédemment. Je veux aller ici. Donc, jusqu'à présent, on a travaillé avec... je veux réouvrir... j'ai ça quelque part. Juste un instant, il faut que je retrouve... ma petite fenêtre de Jupyter Lab. Alright. Bon, bien, ça ici. Parfait. Fait que un des éléments sur lesquels on travaille depuis les dernières semaines, c'est le principe de gestion de données à l'intérieur de Python. Puis au dernier cours, on avait étudié la librairie qui est la plus reconnue pour faire de la gestion puis de l'analyse de données, qui est Pandas. Fait que Pandas, c'est
la meilleure librairie pour l'analyse de données puis la manipulation. Mais une problématique fondamentale, c'est que c'est pas super pour des mégadonnées. Fait que la problématique, c'est ici... Attends, je vais aussi démontrer... Fait que on se donne un exemple de problème, pas de mégadonnées, parce que ça fait encore sur mon ordi, mais où on commence à arriver au maximum des capacités, ou en fait où c'est qu'on commence à avoir une problématique d'exécution. Ça reste là. Fait que on a ici le CPU de mon ordinateur, là, puis la quantité de travail qu'il est en train de faire en ce moment. J'ai ici à l'intérieur, une dizaine de fichiers d'environ 300 MB chacun. Fait que c'est des fichiers avec des valeurs générées de manière complètement aléatoire. Puis je vais essayer de créer un data frame avec ces 10 fichiers-là. Fait que on va voir combien de temps ça prend. Oups, il faudrait que j'importe mon programme. Excellent. On l'importe. Puis, on voit que ça travaille. On peut voir ici que, en fait, il est en train de distribuer. En fait, c'est une seule tâche là, qui est distribuée sur mon processeur parce que il n'est pas capable de sectionner le travail Pandas en tant que tel. Alors, on peut voir que il y a la moitié des processeurs qui ne sont pas utilisés en ce moment. Puis, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de timer l'opération. Puis, on peut voir que ça nous a pris 24 secondes. Donc, Pandas est très puissant. On peut faire un paquet de choses. On a vu ça au dernier cours. Mais c'est pas la meilleure librairie pour le travail distribué. Donc, il existe des librairies qui viennent s'ajouter à Pandas. Donc, qui viennent par-dessus Pandas pour être capable de sectionner le travail d'une manière à distribuer le travail. Fait que le principe ici, c'est je veux faire la même chose. OK? Fait que je veux un data frame à partir du CSV. Puis là, on peut voir que ça a pris 123 millisecondes. Là, par exemple, c'est trop rapide. Là. C'est comme 10 gigs de données. Là. OK? Donc, le principe de cette librairie-là, qui s'appelle Dask, c'est d'être capable d'avoir les mêmes fonctionnalités de Pandas, ou en fait un certain sous-ensemble. Là. C'est sa défaillance, c'est qu'il n'est pas capable de tout faire. Mais, quand va venir le temps de activer notre action, on va voir, premièrement, si on regarde ici, là, on va voir que tout va être utilisé. Ici, on voit ici, c'est un vrai travail distribué. OK? Tout le monde y a mis du sien. Puis on a été capable d'avoir la même opération qui s'est faite dans la moitié du temps, en étant capable de distribuer le travail. Donc, il existe des librairies spécialisées pour être capable de faire la distribution de travail. Oui. Ici, fait que la problématique de Pandas, c'est que premièrement, quand tu loads des informations, il est load tout en mémoire. Ça veut dire que si ton set de données dépasse la quantité de mémoire de l'ordinateur sur lequel tu es en train de faire le travail, ça va juste planter. La deuxième problématique de Pandas, c'est qu'il est à fil d'exécution unique, il est single-threaded. Ça veut dire que juste une tâche que l'ordinateur est capable d'essayer de faire à la fois. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de couper la tâche pour le distribuer, puis surtout maintenant, où c'est qu'on a plusieurs CPU à l'intérieur de notre ordinateur, ben Pandas, il n'est pas capable de faire ça. Fait que pour des travaux qui sont sur des très 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 grands sets de données, ça devient problématique, au niveau de l'efficacité. Les librairies que je vous montre, ça va être justement qui viennent
s'arrimer à Pandas et qui vont remplacer certaines fonctionnalités pour être capables de le faire de manière distribuée. Donc, ils vont être capables de couper la job en différentes sections. Comme ça, si ça ne rentre pas tout en mémoire, il est capable d'en faire une partie, de trouver le résultat, passer à l'autre partie, trouver le résultat, passer à l'autre partie, trouver le résultat, et ainsi de suite. En étant capable de sectionner ce travail-là, il va être aussi capable de mieux distribuer la tâche sur l'ordinateur au complet. Est-ce que ça répond à ta question? Excellent. Donc, on peut voir ici, hein, puis c'est preuve à l'appui, hein, j'ai fait la même opération de tout lire les différents trainingset.csv pour mettre ça dans un data frame, puis je l'ai fait dans la moitié du temps avec Dask. OK? Le Dask, c'est intéressant parce que je pouvais vous le montrer directement, mais sur Azure, il y en a un autre qui existe. Donc, qui s'appelle Koalas. Donc, Koalas, le principe, c'est un drop-in replacement, hein, for Pandas. Le principe, c'est que tu peux directement remplacer Pandas avec la librairie de Koala. Puis, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec Koala? C'est que c'est capable de s'attacher dans un cluster de Apache Spark. Donc, ça va être capable de faire tout ce qu'on a écrit avec Pandas, mais de le faire sur des sets de données gigantesques. Puis, ça va être capable de découper le travail en différentes unités de travail, puis envoyer ça à mes différents nodes de mon cluster pour être capable de travailler avec de manière facile et conviviale. Fait qu'on peut voir ici que ça travaille sur notre instance de Databricks, hein, qui était notre distribution d'Apache Spark de Azure. Puis on peut voir que on peut travailler avec des notebooks pour être capable de présenter ça à notre travail courant. Excellent. Donc, aujourd'hui, le principe, c'est que je veux vraiment qu'on s'habitue à travailler avec les environnements d'Azure, puis les différentes fonctionnalités qui sont disponibles avec HD Insight, avec Databricks, puis avec Azure Data Factory. Fait que ce qu'il va falloir faire, c'est j'ai une série de différents tutoriels. Okay? Donc, on peut voir qu'est-ce qui est vraiment intéressant là aussi avec les différents outils d'info nuagique. Quand tu t'en vas dans les différents outils d'info nuagique, si, mettons, je veux savoir comment ça marche, attends, on va aller dans notre Analytics. Hein, si je veux savoir comment ça marche, Azure Databricks, je peux aller à l'intérieur, puis je peux voir des how-to guides. Je peux aller voir ici directement des quick start qui vont me permettre de travailler avec. Je peux aller regarder des tutoriels spécifiques sur les genres de choses que je peux faire. Donc, moi, ce que j'ai pour vous, c'est une série de tutoriels. Okay, on a des premiers niveaux juste pour s'habituer à l'interface, juste pour être capable de créer les différents éléments. Puis ensuite, on va avoir comme des éléments intermédiaires où c'est que là, on va faire quelque chose d'un petit peu plus tangible. Puis je vais vous envoyer aussi ce qu'ils appellent des end-to-end labs qui nous permettent de comme, traiter un problème complet à l'intérieur de ces plateformes-là. Les end-to-end labs, je ne m'attends pas à ce que vous soyez capable de les faire ce soir. Le principe, c'est que moi, je vais les faire avec vous mardi pour notre dernier cours. Fait que pour être capable d'avoir accès à cette plateforme-là, il faut avoir accès au portail d'Azure. Je pense que c'est portal.azure.com. Donc, pour avoir accès au portail d'Azure, on va utiliser notre adresse du collège. Donc, est-ce que vous saviez que vous aviez une adresse courriel au collège? Est-ce que c'est une information que vous saviez? Oui, excellent. Hein, c'est votre numéro de DA, A commercial, bdeb.qc.ca. Donc, est-ce que vous savez comment y accéder à cette adresse-là?
Excellent. OK. Est-ce que tu avais déjà été? Si, est-ce que tu as long. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est très possible que la première fois, il va falloir se créer ou activer le compte éducationnel. OK? Fait qu'il va falloir aller, je vais vous copier une adresse, puis je vais aussi vous l'envoyer par Mio là, tout de suite après la période d'aujourd'hui magistrale. Donc, une fois que vous êtes connecté sur Azure avec votre compte du collège, vous pouvez aller à cette adresse-là ici. Et à partir de cette adresse-là, donc je l'ai pasté dans Zoom, tu peux cliquer sur Start Free. Là, moi, j'ai comme déjà activé, là, fait qu'il va me dire que je l'ai déjà fait. Là. Mais le principe, c'est que tu peux te connecter à ton nom de ton courriel de l'école, puis ça va automatiquement te donner 100$ de rabais, puis pendant un an, puis tu n'auras pas besoin de rentrer quoi que ce soit d'informations, de carte de crédit ou rien de ça. Fait que ça va faire en sorte que tu peux l'utiliser, tout ce qu'il y a à l'intérieur, sans problème. Puis à partir de là, on va avoir différents tutoriels que je vais vouloir qu'on suive ce soir. Donc, on va avoir 2 niveaux. Encore une fois, si vous voyez les liens passer, puis vous êtes... je vais les envoyer par courriel dans quelques instants, par Mio. Donc, on a un premier niveau, OK, juste de départ. OK, donc ces premiers éléments-là, ça va être juste pour créer, OK, un cluster de HD Insight, d'être capable de créer un notebook dans Databricks, d'être capable de créer un Data Factory de base, juste pour voir comment ça fonctionne. Ensuite, on va avoir une deuxième série qui va là aller chercher des informations plus spécifiques, okay, qui va nous commencer à travailler sur des vrais problèmes. Donc, un deuxième niveau intermédiaire. Puis finalement, on va avoir ce qu'on appelle des end-to-end labs qui va me permettre de voir vraiment un problème avec des données spécifiques, de quoi ça a de l'air, qu'est-ce que je peux faire avec. Oui, c'est ça, je vous envoie un Mio. Faut juste que je clique sur Send. OK? Fait que le principe, c'est pour ce soir, je veux que vous créiez votre compte sur Azure. OK? Donc, le principe, c'est si vous êtes sur votre portail, vous devriez être capable d'avoir les subscriptions à l'intérieur. Puis vous devriez être capable d'avoir Azure for Students. OK? Donc, ça vous dit que vous avez le 100$ de disponible. Puis à partir de là, tu peux accéder aux différents services. OK? Donc, admettons que je veux me créer, je sais pas moi, du HD Insight. Je peux créer, OK, un cluster de HD Insight. À partir de là, je peux aller travailler avec le Data Factories. OK? Je peux aller travailler avec Databricks. OK? Donc, on a tout de disponible à l'intérieur de ça. Ce que je vous demande de faire attention, c'est pas si grave si vous avez la patente, mais si vous voulez l'utiliser plus tard, le principe, hein, c'est encore une fois, à chaque fois que tu utilises ce service-là, il y a quelqu'un quelque part qui paye. Là, en ce moment, c'est Microsoft qui paye pour nous, hein, c'est 100$ de crédit qui sont utilisables. Mais ce que je vous conseille fortement, c'est de vous assurer, une fois que vous avez terminé les différents tutoriels, de détruire ce que vous avez fait. C'est comme ici, si tu retournes, j'ai fait un cluster, ben, dans la liste de clusters, tu vas vouloir le détruire pour pas qu'il sape de l'argent pour rien. Comme ça, tu vas pouvoir le travailler puis le réutiliser pour d'autres projets au besoin. Le principe, c'est qu'une fois qu'il est créé, c'est comme là ici, je pourrais en créer un, il va être dans la liste ici. Là. Puis dans la liste ici, je vais pouvoir comme cliquer dessus puis le déliter à partir d'ici.
Euh, non, pas directement. Donc, chacun a comme son propre, ses propres outils. C'est le principe de Databricks, c'est que c'est un cluster qui est relié à Apache Spark. Le principe de Data Factory, c'est un ensemble de liens des différents services. Fait que le Data Factory, puis, tu sais, comme dans Data Factory, tu vas pouvoir te connecter à ton Databricks, mettons. Ben, ça se facture sur tout ce qui est facturable. Fait que si, admettons, tu déposes des données, tu vas payer par mois pour que les données soient stockées. Si tu utilises un script qui prend du temps de processing, puis beaucoup de mémoire de processing, tu vas payer pour avoir ces éléments-là. Si tu as un pipeline qui s'active à toutes les semaines, ben à chaque fois qu'il s'active, tu vas payer pour le pipeline. Donc, le principe, c'est que pour ne pas avoir de surprise puis de manquer de crédit un petit peu trop tôt, une fois que vous avez fini les tutoriels, faites juste détruire ce que vous avez créé pour être certain qu'il n'y a pas rien derrière qui est gardé. Oui, c'est ça. Tu as extrêmement raison. Donc, ultimement, si vous allez à la fin, là, dans les resource groups, tout ce que vous faites, tous les différents services que vous allez utiliser vont avoir des resource groups qui vont être créés derrière. Donc, si vous allez dans les resource groups et il n'y a plus rien, c'est que vous êtes correct. Fait que on a du travail devant nous. Donc, exactement. Donc, première chose, c'est de s'assurer que vous avez votre compte, de s'assurer que vous avez votre Azure for Students subscription. Puis, une fois que vous avez ça, vous avez les 3 tutoriels de démarrage. Puis, après ça, les 3 tutoriels d'intermédiaire. Une fois que vous avez fait ceux-là, vous êtes pas mal où c'est que moi, je veux que vous soyez. Après ça, nous, ensemble, on va faire les end-to-end mardi. Cool. Exactement. Notre premier, en fait, c'est avec Databricks. C'est Create Databricks Workspace Portal. Donc après ça, il y en a 2 pour le HD Insight. Puis il y en a un pour le Data Factory. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'ouvre des salles de dérivation puis que vous puissiez commencer à tester ça?